pour 3 raisons. Une justice dévoyée, aussi vite menottée, aussi vite libérée. Un État défaillant. Souvenons-nous de Castaner qui s'agenouille auprès d'Assa Traoré. Alors, il ne l'a pas fait. Ouais, enfin, il ne l'a jamais fait. Il s'agenouille moralement. En tout cas, il ne l'a jamais fait physiquement. En expliquant, lui et Macron, qu'il y a des violences policières. Il a été question de faire une plateforme contre la discrimination. On a parlé à ce moment-là de contrôle aux faciès pour les regretter, le président de la République. Donc un État défaillant. Et puis une nation absente. C'est-à-dire qu'en fait, la police, elle défend quelque chose. Elle défend quelqu'un. Elle défend un peuple. Elle défend une nation. Or, il n'y a plus d'imaginaire collectif. La nation, elle est fracturée, elle est fragmentée, elle se désagrège. Et donc, s'il n'y a plus d'imaginaire collectif, il n'y a plus de cause à défendre. C'est ça le drame de la France aujourd'hui. C'est qu'il y a entre 200 et 1000, on ne sait pas, territoires qui sont en sécession. En sécession. On envoie la police, les pompiers, les médecins, mais ils se font caillasser. On a eu un exemple encore hier soir à Argenteuil. Argenteuil, je viens de voir ça. Voilà. Caillassé, tir de mortier et blessé. Et on ne veut pas voir le problème. Le problème, c'est qu'il faut décoloniser la France. Alors, décoloniser la France. Oui. Vous parlez de qui? Des Français? Non, décoloniser la France en France, c'est-à-dire dire à tous les gens qui sont chez nous, vous avez 2 solutions. Ou bien vous nous aimez, vous vivez à la française, avec notre histoire, notre art de vivre et notre langue, ou bien vous repartez chez vous. Mais si vous venez chez nous pour mettre le bazar et imposer une civilisation qui n'est pas la nôtre, en France par exemple, il y a des clochers, il n'y a pas de minaret. En France, il n'y a pas de tenue du 7e siècle du prophète. En France, il n'y a pas de voile. En France, il n'y a pas de halal. En France... Là, vous parlez de l'islam. Oui, voilà. Mais je parle aussi avec la délinquance. Alors, je parle. N'est pas évident. Là, je parle d'un. Comment dirais-je? Parce que les jeunes dont on parle sont des jeunes français. D'une confluence, absolument. Il y a donc pas l'islam, l'islamisation progressive de la société. L'immigration est le terreau de l'islam, qui est le terreau de l'islamisme, qui est le terreau du terrorisme. Mais c'est l'islam radical. C'est une minorité. Alors après, il y a les indigénistes. Il y a également ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'il y a le racisme systémique. Il y a toutes sortes de... Et puis il y a l'islamo-gauchisme. D'accord. Voilà. C'est beaucoup de notions différentes. Voilà. Les policiers, et ces notions différentes, en fait, elles font appel à la même réponse. C'est la force face à la violence. La force est une vertu. La violence, c'est un crime. La force républicaine. La force républicaine. Or, aujourd'hui, il y a pas... On dit, par exemple, Castex dit... Il faut défendre les policiers. Cette expression... Protéger ceux qui nous protègent. Oui, mais attendez, il faut attaquer ceux qui nous attaquent, d'abord. Et donc, il faut donner aux policiers le sentiment qu'on est derrière eux, qu'on les soutient. Et cette idée de violence policière, Laurence Ferrari, mais c'est incroyable. Parce que, en fait, l'État... Max Weber, le grand sociologue, philosophe, disait... l'État, c'est le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que vous et moi, on délègue à l'État le soin de représenter notre instinct justicier. On ne se fait pas justice soi-même. Mais encore faut-il que l'État se donne les moyens et la volonté de nous défendre, et donc de défendre la police. Donc la tribune des policiers, évidemment, ils demandent des choses très claires. Les lois ne sont plus appliquées dans les territoires perdus de la République, l'expression que vous venez d'employer. Il faut réarmer les policiers matériellement, d'abord, matériellement, moralement et juridiquement pour leur permettre de mener à bien les missions qui leur sont dévolues. On les a désarmés psychologiquement, moralement et même matériellement pendant ces 30 dernières années, parce que ça ne date pas évidemment d'Emmanuel Macron. Absolument. Je me souviens en 2005, j'étais allé sur un plateau de télé que vous connaissez bien, pour réclamer, c'était au moment des émeutes, pour réclamer qu'on envoie les gendarmes et l'armée dans les banlieues
à l'époque, dans les quartiers sensibles, pour aller chercher dans les caves les kalachnikovs. Le Premier ministre de l'époque, Villepin, avait réagi positivement en disant c'est peut-être un peu tôt, mais il faut réfléchir. L'état d'urgence avait été décrété. Exactement. Si je me rappelle bien à ce moment-là. 2005. Et donc, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Voilà. Et donc, en réalité, des générations politiques qui sont encore là, dont les héritiers sont encore là, ont abandonné, ont laissé s'écrouler les murs porteurs. Et en fait, pour répondre complètement à votre question, je dirais qu'il faut aller au-delà du problème de la police. Il y a un grand malaise. Tous les grands corps sont concernés. Les enseignants ne savent plus très bien s'ils doivent se censurer ou pas devant leurs élèves. Les militaires font des tribunes pour dire attention, le délitement. Les préfets sont sur la sellette, on va les supprimer. On va en parler. C'est-à-dire que nos gouvernants font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et le double problème devant lequel nous sommes par rapport à l'ordre, au maintien de l'ordre, c'est en amont la question de l'autorité, il n'y a plus d'autorité. Et en aval, la question de la sanction. Et quand je vois des jeunes délinquants qui frappent les innocents, quand je vois par exemple Stalingrad, le crack... Le quartier de Stalingrad à Paris, oui. Je me dis, où est le réel? Ils ne sont plus ces jeunes que dans le virtuel. Où sont les pères? Il n'y a plus de famille. On l'a détruite. Et où est la sanction? Puisque, en fait, l'École nationale de la magistrature impose aux élèves une idéologie, la culture de l'excuse. C'est-à-dire qu'on dit... Pour les mineurs, hein. Oui, mais la culture, plus généralement, l'idée que c'est la société qui est coupable. Ça, je me souviens quand j'étais étudiant en droit, j'étais très frappé par ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a basculé. On a changé le statut. C'est-à-dire le bourreau devient la victime et la victime devient le bourreau. Ça s'est fait au fil des années. Parce que si t'es victime, c'est un peu la société, donc t'en fais partie. Voilà. Et en réalité, ce renversement anthropologique déséquilibre complètement la chaîne pénale, et c'est pour ça qu'on fait pas. Il nous manque des places de prison et qu'on n'ose pas. Et Dupond-Moretti a dit je serai le ministre des détenus quand il a pris ses fonctions. Vous êtes sûr qu'il a dit ça littéralement? Oui. Incroyable. Incroyable. En tout cas, il est allé. Alors, sa première visite était pour une. C'est très bien qu'il soit le ministre des détenus. C'est très bien qu'il fasse des visites dans les prisons, mais il est d'abord le ministre des victimes. Je pense que vous avez évoqué l'absence des pères, le rôle de la famille dans l'éducation. Il y a eu un fait divers tragique à Ivry-sur-Seine vendredi. Une jeune fille de 17 ans poignardée par un jeune de 14 ans. Et la mère de la victime a tenu ce discours en disant les parents doivent tenir leurs enfants. Il faut que les parents se réveillent et reprennent en main l'éducation de leurs enfants. Ça aussi, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés avec des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes à la rue et donc à l'hyperviolence. Ça va plus loin que ça. Le problème, c'est que depuis 30 ans, on a porté des coups terribles contre le principe même des parents, le principe même de l'autorité parentale. Et au nom des droits de l'enfant. Et on se trouve dans une situation aujourd'hui, on ne peut plus rien ordonner, rien régenter, rien guider. Les enfants sont laissés à eux-mêmes dans une société qui a changé, qui est la société du virtuel. Et donc, en fait, c'est, si vous me permettez l'expression, la civilisation nouvelle de l'homo sapiens, avec un Z. C'est-à-dire qui zappe, le petit sur son téléphone. Voilà. Et là, c'est un problème de réseaux sociaux à l'origine. Je lisais récemment dans la presse que ce sont des heures et des heures de télévision et de jeux vidéo. Et en fait, à force de regarder les jeux vidéo avec des crimes, on glisse soi-même dans le désordre, dans l'insécurité. Et dans la violence. Et dans la violence. Sans se rendre compte de ce qu'on fait. Parce que là, l'histoire de Ivry, c'est le cas. C'est le cas, absolument. Il y a aussi une absence de réponse pénale, on l'a évoqué il y a un instant, et c'est ça qui provoque aussi le sentiment d'impunité. Si la première infraction n'est pas punie, elle n'a aucun effet pédagogique, et donc le jeune qui n'a pas été premier la première fois et qui parfois attend 18 mois, voire 2 ans avant que la sanction tombe, eh bien il se dit qu'il ne risquera jamais rien, et au fond il recommence indéfiniment. Alors ça c'est le problème de la justice.
en vous écoutant, je pensais à Sarah Halimi. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? On a dit que le criminel, en fait, n'était pas tout à fait lui-même. Bouffée délirante, voilà. Oui. Bouffée délirante. Donc pas de procès. Voilà, pas de procès. C'est un scandale pour le principe même de l'innocence. Bon. Il y a eu Mérignac. Mérignac, c'est la barbarie qui vient d'ailleurs, qui vient pas de chez nous. Et là, les néo-féministes ne disent rien. Cette jeune femme brûlée vive par son mari. Voilà, et pourquoi je parle de ça par rapport à la justice? Parce que le criminel, en fait, avait été libéré dans des conditions absolument scandaleuses, dont M. Dupond-Moretti devrait s'occuper. Et puis, il y a eu Viry-Châtillon. Alors pour moi, c'est le pire. 2016, c'est-à-dire qu'en deux fait, policiers grièvement blessés, brûlés. et les juges, en fait, ont épargné la plupart de ces jeunes, au motif qu'on ne savait pas très bien qui avait fait ça. Il y a eu des acquittements. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous savez, Mitterrand, un jour, il m'a dit la fin de l'Ancien Régime a été provoquée par les juges, les parlements. Il est possible que la Ve République soit emportée par les juges. Et il pensait, lui, surtout aux cours suprêmes qui ont remplacé le peuple, aussi bien à Bruxelles que Conseil constitutionnel, Cour de cassation, etc., qui jugent en fonction de leur idéologie. Mais aujourd'hui, les juges, et même les petits juges, comme on les appelle, ils veulent se faire les puissants, ils veulent se faire la société tout entière. Ils règlent un compte avec la société. Alors, ils ne sont pas tous dans ce cas-là. Oui, on ne peut pas essentialiser les juges. Mais si vous me permettez l'expression, on vit le mur des cons, deuxième vague. Alors, moi, je sais ce que c'est que le mur des cons, parce que j'étais dessus. C'est les magistrats qui avaient épinglé les têtes d'un certain nombre d'hommes politiques ceux-là, il faut les frapper, ceux-là. Il ne faut pas les rater. Alors, il y avait Sarko, il y avait, etc. On était un certain nombre. Et il y avait même un général dont la fille avait été assassinée, etc. Il y avait toutes sortes de noms. Le mur des cons, ils n'ont jamais été condamnés. Et la justice se protège elle-même, vous voyez. Et donc, en fait, un pays dans lequel la justice penche plutôt pour les coupables que pour les victimes ne peut pas être un pays d'ordre et de sécurité. Xavier Bertrand propose d'abaisser la responsabilité pénale à 15 ans. Il propose la construction de 20 000 nouvelles places de prison, de multiplier par 3 le nombre de centres éducatifs fermés, et même qu'il y ait un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Vous dites d'accord ? Alors ça, c'est des mesures techniques, moi je ne rentre pas là-dedans. Non, mais sur la philosophie. Oui, là, sur la philosophie, la première chose à faire, c'est les places de prison. Puisqu'aujourd'hui, il y a un taux d'occupation de 107%. Donc les juges se disent, c'est pas la peine de l'envoyer en prison, il n'y a pas de place. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y avait eu là-dessus une promesse d'Emmanuel Macron qui, comme les autres, n'a pas été tenue. Est-ce que, encore une fois, Éric Dupond-Moretti, qui met en place un certain nombre de mesures pour sanctionner ceux qui s'en prennent à des policiers, durcit encore une fois l'arsenal qui est à la disposition des juges pour sanctionner ce type d'action? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça ne va pas assez loin? Il faut faire plus? Qu'est-ce que vous demandez? Éric Dupond-Moretti, si vous me permettez une petite parenthèse. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens? Probablement, oui. Bon. Mais j'en sais pas plus. Je suis pas assez technicien de la chose et assez au fait de ce que fait M. Dupond-Moretti. En revanche, je vois M. Dupond-Moretti sur les routes et dans les campagnes. Parce qu'il fait campagne. Voilà. Au régional, dans le Nord. Voilà. Alors, je le connais bien et c'est un homme attachant. Il y a 3 personnages qui se disputent en lui. Il y a l'avocat, acquittator, il y a le garde des Sceaux, et il y a le fauconnier. Et là, on a le fauconnier, qui est parti en campagne, avec son faucon Cresserelle. Bon. Vous connaissez la fable, le marcassin, la louve et le fauconnier du roi? Elle décrit Éric Dupond-Moretti, selon vous? Le marcassin, c'est Bertrand, la louve, c'est Marine Le Pen, et le fauconnier, Dupond-Moretti. Comme s'il avait que ça à faire, aller à la chasse au faucon. C'est lui qui parle de la chasse, il l'a dit. Ah oui. Et quelle est la leçon, la morale de cette fable? Eh bien, le ministre de la Justice, quand il se fait justicier, sort de sa fonction et perd le nord.
ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit Darmanin, ministre de l'Intérieur, ces gens-là sont des irresponsables. Parce que les Français demandent l'ordre, la sécurité, l'omniprésence de l'État. C'est des ministres qui sont à leur table de travail. C'est pour ça qu'on a aboli le cumul des mandats. C'était peut-être une erreur d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus les députés maires. Mais c'était pour que les gens soient à leur fonction, dans leur fonction, et pas des intermittents du spectacle de l'émotion. Et là, on a par exemple M. Darmanin qui a décidé d'aller à la manif, si j'ai bien compris. La manif des policiers, ça vous choque? Oui, ça me choque. Oui. Pourquoi? Alors, ça me choque parce que c'est le mélange des genres. Le ministre de l'Intérieur, il doit être place Beauvau, à son bureau, à écouter ce que disent les policiers, puis à répondre le soir de la manifestation. Mais c'est une pantomime. Ce petit arlequin de Beauvau qui court après toutes les émotions. Il y a un côté... Vous savez, les Français voient ça, comme moi. On se dit, mais qu'est-ce qui... alors, il court à Tourcoing pour les élections. Il court à la manif des policiers pour faire croire qu'il est d'accord avec les policiers. Alors, si tout le monde est d'accord avec tout le monde, il n'y a plus de solution, puisqu'il n'y a plus de... C'est-à-dire qu'il joue le petit tribun de la plèbe, alors qu'il est ministre. Il est le ministre de l'Intérieur. Et tout ça participe à l'affaiblissement de l'autorité de l'État dans notre pays. Au discrédit. Je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils se disent, ils partagent ça. C'est-à-dire que, quel que soit le ministre de l'Intérieur, en ce moment, avec ce qui se passe, par exemple, les manifestations tous les soirs des casseroles à Stalingrad, il faut une réponse quand même. Et quel spectacle! Vous vous rendez compte où en est la France aujourd'hui? Et ça fait 40 ans que ça dure. Et depuis 40 ans, en fait, on a des ministres, des politiciens qui, bien souvent, font de l'image, s'occupent de leur image. Voilà. Et c'est ça que je dénonce dans mon livre. C'est cette rupture fondamentale. Quand on est un homme politique, on doit souffrir chaque matin, chaque soir, et ne souffrir que pour le pays. Vous voyez, pas pour soi, pas pour son image, pas pour faire de la communication. Vous voyez, et c'est ça le drame d'Emmanuel Macron que j'ai découvert au fil du temps. C'est qu'en fait, il pense à son image. Alors par exemple là, il supprime l'ENA, le corps préfectoral. Parce que ça vous heurte ça, le fait qu'on supprime le corps préfectoral? Oui. Alors, parce que c'est un des piliers de la République? Alors moi je suis un ancien sous-préfet. Donc j'étais sous-préfet de Vendôme. Et dans ma vie, je n'ai connu que des grands préfets. J'en ai connu une trentaine. C'est un corps admirable. Et pourquoi ça me choque? Parce que c'est, une fois de plus, le happy management. C'est-à-dire, en fait, ça vient de Californie, tout ça. Le Young Global Leader qui préfère les anywhere au somewhere, c'est-à-dire les gens de nulle part aux gens de quelque part. Le corps préfectoral, ce sont des gens éminemment responsables. Un préfet, ça saute à la première difficulté. Et qui maintiennent l'ordre, la sécurité. Et c'est drôle parce que je pense à deux coïncidences en vous répondant. Il y a un an, Macron créait, je ne sais pas si vous vous souvenez, des sous-préfets à la relance. Donc en fait, et à ce moment-là, moi j'avais eu l'occasion de dire à la ministre, mais c'est absurde, des sous-préfets à la relance. Un sous-préfet n'est pas fait pour la relance. Il est fait pour l'ordre et la sécurité. Ah oui, mais bon, voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait pas assez de corps préfectoral. Un an après... On supprime le corps préfectoral. Oui, parce qu'ils pensent que les gens vont dire, ouais, les préfets, etc., parce que les gens ne connaissent pas les préfets, etc. Mais, vous savez, j'ai été président de la Conseil général pendant 20 ans, en Vendée, et il y a un équilibre entre l'État et le département ou la région. Et c'est bien cet équilibre, c'est une harmonie en même temps. Quand, par exemple, on a eu, avec le préfet Brault, qui est aujourd'hui préfet des Yvelines, qui est un préfet absolument remarquable, à gérer le problème de la catastrophe de Xynthia, la tempête Xynthia. Je peux vous dire que j'étais bien content d'avoir le préfet avec moi. Et, parce que c'est l'État. Alors, en fait, le préfet, il a une double fonction. Il est
le représentant du gouvernement et en même temps le représentant de l'État. C'est deux choses différentes. Et donc, quand il y a un changement de régime ou un changement de gouvernement, eh bien, l'État demeure. Et ça, c'était l'invention géniale de Napoléon. Alors, on a Emmanuel Macron qui commémore Napoléon et qui dit qu'il faut absolument célébrer cet homme, ce grand homme qui nous a laissé un grand héritage. Et quelques jours après, il supprime le corps préfectoral qui est le principal apport de Napoléon pour que la France garde une harmonie entre le principe de la nomination qui vient de l'État et le principe de l'élection qui vient du peuple. On va parler maintenant aussi de la réouverture des restaurants. C'est pour demain. Commerce, lieux culturels vont pouvoir ouvrir aussi avec des jauges. Ça coïncide évidemment avec la baisse de l'épidémie. C'est un moment qu'attendaient à la fois les commerçants et les Français. C'est le bon moment pour vous? Il fallait rouvrir tous ces établissements? Il était temps? Non mais, enfin, moi je pense que le confinement de masse était une erreur. Bon. Il n'a eu lieu qu'une fois. Le confinement de masse, après c'est le compte-gouttes, on a eu le goutte à goutte. Ouais. Bon. Donc là, on a une usine à gaz. Vous avez compris quelque chose, vous? Moi pas. Par exemple, des jauges à 50% sur les grandes terrasses. Voilà. Par exemple, pour les petites. Oui, alors vous vous souvenez de Castex, Monsieur Bricolage? Monsieur Déconfinement. Oui. Alors, Monsieur Bricolage disait... Pourquoi Monsieur Bricolage? Parce qu'il bricole. Il est Premier ministre. Et oui, mais c'est un Premier ministre qui bricole, ça peut arriver. C'est pas un peu leur lot à tous? C'est pas le lot commun de tous les Premiers ministres? C'est pas péjoratif, c'est de l'artisanat. Hein. C'est un peu péjoratif. Mais ce qui est péjoratif, c'est... je vais vous donner l'exemple. Pour les parcs d'attractions, il a dit... Écoutez bien, je vous jure que c'est vrai, les gens ne vont pas me croire, mais c'est extraordinaire. Il a dit, voilà, pour le 19 mai, les parcs d'attractions pourront ouvrir... Sans les attractions. Mais les attractions pourront ouvrir que le 9 juin. Ça, c'est l'administration française. Et donc, il a comment dirais, appliqué au parc d'attractions le principe qu'il avait trouvé, une trouvaille extraordinaire qui a fait rire toute la France. On peut ouvrir les pistes de ski, mais pas les remontées mécaniques. Il nous refait le coup avec les attractions par rapport au parc d'attractions. Donc, tout ça, je ne sais pas qui entoure ces gens-là. Je ne sais pas qui sont ces petits marcheurs aux petits pieds. Mais il n'y a pas de capteur, visiblement. Il n'y a pas de chien d'avalanche, il n'y a pas de chien truffier. C'est au doigt mouillé et en fonction de la télé. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, il faut tout ouvrir vite. Parce que, vous savez... Quitte à faire repartir l'épidémie? Alors... Non, faut arrêter. Il faut arrêter d'écouter les enfermistes, les alarmistes qui, depuis le début, nous expliquent au nom du biopouvoir, de la biopolitique, au nom de l'hygiénisme d'État, que de toute façon, il faut enfermer les gens pendant des années parce qu'il y a un variant indien qui arrive. Et demain, un variant patacon, un variant moldave. Et donc, comme dit le professeur Raoult, des variants, il y en aura toujours. C'est même consubstantiel au problème du coronavirus. Donc, en fait, là, je vais vous dire, il y a deux files d'attente qui vont se mettre en place. Une heureuse. Demain, ça va être l'explosion. Moi, le premier. Bon, formidable, on va sur les terrasses. Bon. Mais il y a une deuxième file d'attente qu'on ne voit pas venir. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est sous perfusion. C'est la file d'attente des petits patrons, des petits artisans, des petits bistrotiers, des petits restaurateurs, tous les métiers de la main et du cœur qui ont été sacrifiés au nom de la distinction des essentiels et des non essentiels. La file d'attente devant le tribunal de commerce, devant le greffe du tribunal de commerce pour déposer le bilan. Parce que moi, je crains, pour bien connaître le terrain, dans mon propre département, je crains une hécatombe. Ça se voit pas, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Bruno Le Maire a été un dispensateur magnifique. Alors, avec ce qu'ils ont appelé, Laurence Ferrari, ils ont appelé ça l'argent magique. Ah, tout à coup, il y avait de l'argent. Bon, avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Bon. Et là, on va voir s'il y en a encore derrière. Mais l'argent magique, mais à un moment donné, on arrête la pompe. Et quand on va arrêter la pompe, tous les gens qui étaient sous perfusion,
C'est le principe de la perfusion. On arrête la perfusion, qu'est-ce qui se passe? Donc une catastrophe pour les petits patrons et une rentrée sociale très agitée, selon vous, à l'automne, avec peut-être des mouvements de violence? Alors moi, je dirais plus largement que les Français, aujourd'hui, ils sont masqués, donc bâillonnés. Mais dès que va tomber la muselière, ils vont poser des questions graves. Et peut-être il y aura des colères. Ils vont poser des questions. Est-ce que c'était bien nécessaire de faire la translation du pouvoir au biopouvoir, de nous mettre sous le contrôle de l'hygiénisme d'État? Est-ce qu'on n'aurait pas pu confiner les mal portants plutôt que les bien portants? Est-ce que cette distinction entre les essentiels et les non essentiels, elle est juste? Vous savez, il y a un romancier, Wells, qui a mis en scène dans le Time Machine une distinction entre les Morlocks et les Éloïs. Les Morlocks qui sont sous terre et ils travaillent pour les Éloïs qui sont au soleil. C'est un peu ça ce qui se passe. Les Éloïs, c'est quoi? C'est les géants du numérique. C'est à la big tech. Parce que l'origine de mon livre, c'est quand j'ai lu un autre livre qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation du Forum de Davos, qui dit il faut faire du Covid une fenêtre d'opportunité. Et là, par exemple, le pass sanitaire... qui sera mis en place à la mi-juin en Europe, voilà. Et dès le 9 juin pour les grands événements en France. Les gens croient tous, formidable, le pass sanitaire, c'est la liberté. Alors, le pass sanitaire, en réalité, c'est discriminatoire. T'es vacciné, tu rentres. T'es pas vacciné, tu rentres pas. Ou testé. Vacciné ou testé. Oui, mais quand il y a des grands rassemblements de 5000 personnes, 10 000 personnes, pour aller chercher des tests, c'est pas jouable. Bon. Donc en fait, on est en train de sacrifier un pan entier, tout le pan culturel, une fois de plus. Ensuite, c'est un moyen hypocrite parce que Macron avait dit il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Là, ça consiste évidemment à contourner pour imposer le vaccin obligatoire. Mais surtout, ce que je veux vous dire ce matin, et ce que je dis dans mon livre, c'est que le pass sanitaire répond à un programme qui a été décidé par les Nations Unies en 2015, l'agenda 2030, pour donner au monde entier l'identité numérique, à chaque humain l'identité numérique. Et c'est déjà en œuvre. Au Kenya, en Malawi, Bill Gates a fait un carnet de vaccination sous la peau. Il y a eu des tests. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de nous pucer, de nous traquer, de nous tracer avec une puce, là, ici. C'est en cours. C'est le système du crédit social en Chine. Donc, vous avez des bons points, des mauvais points. Et alors, il y a toute la santé. Donc, l'État, la classe dirigeante, elle a votre santé, toutes les données de votre santé. Mais pas que ça. Si, par exemple, vous, Laurence Ferrari, vous allez acheter le livre de Philippe de Villiers le jour d'après, l'État le sait. C'est-à-dire le gendarme et le mouchard. La science-fiction, ça. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir des mauvais points. Alors, je décris ce qui se passe en Chine. Et c'est ce qui va se passer chez nous. C'est-à-dire que, en fait, les géants du numérique et la classe dirigeante, c'est-à-dire les élites globalisées, veulent sortir du Covid avec la numérisation du monde, l'intelligence artificielle, l'automatisation, qui vont supprimer le travail, supprimer la classe moyenne. Et c'est pour ça qu'ils parlent tous, notez bien, d'un revenu universel, pour tenir les gens tranquilles chez eux. Qui allez-vous soutenir, Philippe de Villiers, pour la prochaine présidentielle? Je soutiendrai le moment venu une politique de civilisation. Voilà. Qui la porte aujourd'hui? Alors, attendez, il y a deux questions. La première, elle est prématurée. Je reviendrai, si vous voulez. La première, elle est prématurée, c'est qui? Bon. On connaît les candidats? Ben non, on ne les connaît pas. Mais non, le duel Emmanuel Macron, Marine Le Pen est tant annoncé. que les Français sont bâillonnés, que le pays est congelé, il n'y a plus de vie politique, il ne faut pas raconter d'histoire. Mais il peut y avoir un candidat spontané qui arriverait à la rentrée. Et donc, mais je ne sais pas ce qui se passera. Si c'est votre frère, par exemple, Pierre de Villiers, vous le soutenez? Mon frère. Est-ce que vous le soutiendrez? Je soutiens ma famille. Oui, non, mais à la présidentielle. Et donc, vous rangerez derrière lui? Posez-lui la question d'abord de savoir s'il est candidat. C'est vous que j'ai en face de moi. Mais moi, je ne répondrai pas là-dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon rôle. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai quitté la vie politique il y a 10 ans.
Mais vous en faites toujours. Attendez. Et je suis revenu, là. Je fais de la politique avec vous, là. Bon. Je ne cherche rien. Il n'y a rien. Les épreuves de la vie m'ont débarrassé de toute vanité. Ce que je cherche, en revanche, parce que je souffre, chaque matin, chaque soir, de voir la France dans cet état et de savoir qu'elle peut disparaître. Ce que je cherche, c'est une solution. Voilà. Et donc, on prendra la meilleure solution. Et en fait, on est un certain nombre d'amis. Quand on n'est plus dans la politique, on a beaucoup plus d'amis qu'avant. Vous seriez étonné des gens que je vois et des gens qui me voient. Par leurs origines, vous seriez étonné. Et tous ces gens se disent, on ne peut pas laisser le pays comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, là. Et je dis aux téléspectateurs qui sont dans le désespoir, ne désespérez pas. Il y aura un esprit de responsabilité. Voilà. Et on trouvera la meilleure solution pour sauver le pays. Mais la meilleure solution, ça ne peut pas être Emmanuel Macron. Ça peut être Marine Le Pen? Ça peut être... Non mais attendez, après... on ne va pas faire ensemble la course des petits chevaux. Non, mais vous nous dites que c'est pas l'un, donc est-ce que c'est l'autre? Après, vous allez me parler d'une primaire à CNews, non? Non, non. Ah non, bon. Donc. Est-ce que c'est la solution? Et donc. Le Rassemblement national? Et donc. Alors, ce qui est certain. Oui ou non? Attendez, je vais répondre à votre question. D'abord, moi, je me prononcerai le jour où on aura le panel, oui, le casting. Voilà. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. LR et En Marche, ils sont en train d'installer le Rassemblement national dans un certain nombre de régions. Je pense que PACA. C'est-à-dire que LR, en fait, ça me rappelle ce que m'a dit un jour Pierre Juillet, qui était le conseiller de Pompidou. Il m'a dit, vous savez, Philippe, un parti, il meurt soit quand il a plus de bagages idéologiques, soit quand il est en troisième position, parce que la Ve République, c'est un manège avec des forces centripètes et des forces centrifuges. Quand vous êtes pris dans les forces centrifuges, vous êtes éjecté. C'est ce qui arrive à LR, qui est en train de disparaître. Requiem pour LR. Donc le Rassemblement national n'est pas une option pour vous. Et donc, en fait, là, ce qu'ils sont en train... Regardez quand vous avez des hommes politiques d'LR qui disent... Moi, je ne voterai pas pour Muselier, parce que Muselier, c'est la majorité présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Ils vont aller à la pêche et la ligne? Vous ne répondez toujours pas. Est-ce que le Rassemblement national est une option pour vous? Je réponds pas. Si vous me demandez, par exemple, en PACA, je connais bien Thierry Mariani. C'est un ancien du RPR. Je le connais bien parce qu'on a un lien, parce que il aime bien Poutine et moi aussi. Voilà. Et donc, si j'étais en PACA, mais je ne suis pas en PACA, okay. Je pense qu'entre Muselier et Thierry Mariani, le plus capable, le plus structuré, le plus convaincu, c'est incontestablement Thierry Mariani. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu dans la matinale. On vous retrouve tout à l'heure chez Pascal Praud à partir de 9h dans l'heure des pros. À vous, Romain Desarbes.